Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette web émission sur les cancers ORL rares, l'innovation face au terrain. Alors elle sera l'occasion de faire le point sur le diagnostic, l'orientation des patients, sur l'organisation des réseaux experts et bien sûr sur l'innovation et l'accès au traitement, avec une deuxième partie d'ailleurs qui sera un focus sur la recherche clinique. Alors pour nous éclairer sur ces sujets, 4 experts. À ma droite, Sabrina Lebars. Bonjour Sabrina. Enchantée, bonjour Fabien. Vous êtes cofondatrice et présidente de l'association Corasso. Alors, vous avez donc représenté les patients pendant ces discussions. À côté de vous, docteur Héloïse de Kermadec. Bonjour Héloïse. Bonjour Fabien. Vous êtes ORL et chirurgien cervico-facial à Gustave Roussy, responsable des RCP nationales du REFCOR. En face, docteur Caroline Even. Bonjour Caroline. Bonjour Fabien. Vous êtes oncologue médical à Gustave Roussy, trésorière du REFCOR. Et le professeur Bertrand Boja. Bonjour Bertrand. Bonjour Fabien. Vous êtes également chirurgien ORL à l'hôpital Tenon, donc à la PHP, et secrétaire du REFCOR. Alors justement, pour commencer et un peu mieux situer le sujet, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord, Bertrand, ce que l'on entend par cancer ORL rare ? Alors on a défini les cancers ORL rares comme tous les cancers qui touchent les glandes salivaires, les sinus, l'oreille de façon plus exceptionnelle, et tous les types un peu rares de cancers qui touchent aussi le nez, gorge, le pharynx, la bouche, le larynx. Ces cancers-là, il existe une sorte de cancer assez fréquent, puisque ce sont les 5e cancers, les cancers ORL. Mais lorsque il ne s'agit pas d'un carcinome épidermoïde, qui est l'histologie la plus fréquente, eh bien on parle de tumeurs rares. Et donc ça représente environ 2000 cancers par an en France. D'accord, 2000 cancers par an en France, si j'ai bien compris. Donc à l'exception de ce cancer que vous venez de citer, tous les autres sont rares en fait dans la sphère ORL, c'est ça ? Voilà, les cancers de la gorge, de la bouche sont relativement fréquents, mais certaines histologies sont rares. Et puis les cancers donc des glandes salivaires, des sinus et des oreilles, là sont vraiment rares, quelle que soit leur histologie. D'accord, on parle d'une centaine de patients par... Alors, ça fait à peu près 600 pour les glandes salivaires, 600 pour les sinus, ou un petit peu plus. Enfin, on est dans les 2000 cancers rares, toutes localisations et histologies confondues. D'accord, effectivement. Alors, qu'est-ce que ça implique directement comme prise en charge dès qu'on est sur... Alors, le problème de la prise en charge de ces cancers rares, c'est que autrefois, chacun les prenait dans son coin et on n'avait pas tellement de possibilités de faire des études à grande échelle, etc. Et donc, c'est comme ça qu'on a voulu créer le REFCOR, le réseau de cancer, le réseau d'expertise français, voilà, des cancers ORL rares. Exactement. Donc, en 2008, en répondant à un appel à projet de l'INCa, Institut National du Cancer, c'était l'époque du début du plan cancer, initié par Jacques Chirac à l'époque, eh bien, on a répondu à cet appel qui visait à structurer la prise en charge des cancers rares. D'accord. Et donc, c'était sous l'égide de la Société française d'ORL à l'origine. On s'est organisé en centre expert. On a organisé donc des RCP nationales. On a généré la rédaction de recommandations. On s'est mis ensemble en fait on a fait une base de données nationale et donc on s'est mis ensemble pour regrouper nos expertises et pour en faire finalement des attitudes communes et progresser ensemble. D'accord, très bien. Alors on va faire un point après plus précis sur cette organisation réseau, sur où on en est aujourd'hui. Sabrina, en tant que patiente, alors ce moment du diagnostic d'une part d'un cancer, une deuxième part d'un cancer rare, comment ça se vit ? Alors déjà, d'une part, le cancer, c'est assez cataclysmique, dépendamment peut-être aussi de l'âge et des habitudes de vie. On s'attend plus ou moins à la maladie. Il n'en reste pas moins que pour les cancers rares, et je suis entourée d'experts, donc au pire je dis une bêtise et on me corrige, mais ce sont souvent des cancers qui ne répondent pas justement, enfin qui touchent des profils qui ne répondent pas au profil qu'on a en tête. Une personne plutôt âgée qui a des habitudes de vie alcoolo-tabagiques, et du coup on cherche souvent la cause. Oui. On n'a pas de réponse. D'accord. Donc ça, c'est un des pièges, entre guillemets, en tant que patient dans lequel on tombe dans un premier temps, en tout cas, d'essayer de comprendre pourquoi. Ouais. Après, on connaît tous le Téléthon, on connaît tous la difficulté des maladies rares à trouver des traitements et toute l'énergie que ça génère. Donc forcément, ça pose question en termes
de traitement au moment de l'annonce, mais il y a quelque chose qui est rassurant. Moi, je me rappelle, j'étais diagnostiquée il y a bientôt 16 ans. La base de données du REFCOR existait, je crois, tout juste depuis 1 an. Et le chirurgien plasticien qui s'est occupé de ma reconstruction m'a montré mon dossier. Il me dit, regardez là, la référence, il marquait REFCOR, un numéro, ça veut dire que vous êtes entre de bonnes mains. D'accord. Vous êtes suivi dans un réseau d'experts. Ouais. Et ça, quand on est patient, c'est très précieux parce que on sait on comprend assez vite qu'il va y avoir des discussions entre les différents praticiens pour trouver la meilleure solution et on se sent plus en sécurité. D'accord, oui, il y a toute une organisation derrière, directement dès le début, dès le diagnostic. Oui, d'accord. Très vite. Très bien. Aujourd'hui, vous êtes présidente de Corasso. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette association, notamment le nombre d'adhérents, voilà, et comment elle a évolué au cours des années? Alors, Corasso, c'est une association de patients. À l'origine, c'était pour les cancers ORL rares, justement. Et puis, petit à petit, on a eu une demande de plus en plus forte, y compris pour les cancers épidermoïdes qui sont plus communs. Et mine de rien, au-delà de ce que j'ai dit tout à l'heure sur les causes possibles, parce que j'ai pas parlé du papillomavirus non plus, qui change beaucoup la donne, on a des séquelles quand même qui sont très comparables à partir du moment où ça touche à la sphère ORL. Donc on a la possibilité entre nous de s'accompagner. On parle de pair accompagnement. Ouais. Donc voilà, on a 3 piliers d'action, 3 missions principales. C'est l'information pour les patients et l'accompagnement. C'est la participation à la recherche et globalement à une meilleure prise en soin des patients au travers de la participation aux soignants, au travers de participation à des groupes de travail aussi, et la sensibilisation du grand public. Tout à fait. À partir de tous ces témoignages que vous avez pu recevoir de patients, alors quel bilan dressez-vous aujourd'hui de la prise en charge de ces cancers ORL rares? Comment a-t-elle évolué au cours des dernières années et où en est-on aujourd'hui? C'est très dur de parler pour tous les cancers ORL rares dans la mesure où, comme l'expliquait Bertrand tout à l'heure, on parle d'une quarantaine de pathologies différentes si on considère les différences de localisation et d'histologie. Néanmoins, il y a des cancers, et si on parle du cancer rare, le moins rare, en l'occurrence les carcinomes adénoïdes kystiques par exemple, il y a encore un gros travail à faire pour pouvoir traiter ces cancers qui, jusqu'à maintenant, sont sensibles à la chirurgie, bien entendu, mais pour lesquels il n'y a pas de traitement consensuel qui permettent de traiter la maladie. Alors, il y a des choses qui se développent, notamment aux États-Unis. On attend beaucoup, en tant que patient, l'arrivée de ces traitements, mais c'est vrai que au-delà de la chirurgie et la radiothérapie, il y a d'autres traitements qui évoluent. Il y en a un récemment qui arrive pour le CAVOM et qui est en cours d'étude actuellement. C'est une source d'espoir très forte. Ouais. Et pour l'instant, il y a une forme d'impatience chez les patients. D'accord. Parce que prouver qu'un traitement fonctionne sur un cancer rare, c'est beaucoup plus long. Tout à fait. Puisqu'il faut faire entrer beaucoup plus de patients dans la cohorte. Bien sûr, et seulement, par définition, c'est rare. Donc, c'est plus difficile. Et d'un autre côté, il y a certaines situations où, de toute façon, si on n'a pas accès au traitement, c'est le cimetière. Ouais. Donc, entre le risque de médicaments et le cimetière, comment est-ce qu'on peut... on peut mieux travailler ensemble avec les autorités de santé pour accélérer cet accès à l'innovation. D'accord, tout à fait. On va pouvoir parler dans un second temps de l'innovation. D'abord, Héloïse, pour compléter un petit peu ce travail du REFCOR. Donc vous êtes coordinatrice des RCP nationales. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce rôle, en quoi il consiste concrètement ?
Alors la RCP, je ne sais pas si on l'a dit, mais c'est ce qu'on appelle la réunion de concertation pluridisciplinaire. L'objectif de la RCP nationale du REFCOR, c'est d'essayer d'apporter une aide aux différents centres qui sont amenés à prendre en charge des cancers ORL rares. Pour les cas les plus complexes, qui soient complexes de par la localisation, de par la rareté, encore une fois, dans les cancers rares, il y en a qui sont encore plus rares que d'autres, de par leur caractère récidivant. Mais ce que je voulais rappeler, c'est que déjà la première étape, c'est d'avoir un diagnostic. C'est pas forcément évident, encore une fois, dans les cancers ORL rares. Et il y a tout un réseau autour du REFCOR qui s'est mis en place d'anatomopathologistes. C'est ceux qui lisent les lames pour faire le diagnostic. C'est un réseau qu'on appelle le REFCOR PAT. Et donc la première étape, avant d'adresser un dossier en RCP national du REFCOR, c'est déjà de pas hésiter pour les anatomopathologistes quand ils se trouvent devant une situation complexe, un diagnostic difficile, à adresser leur cas à ce réseau expert en anatomopathologie qui s'engage à répondre, à faire des relectures de lames pour rétablir ou redresser un diagnostic dans les 3 ou 4 semaines. Oui, donc là c'est la partie diagnostic. C'est la première étape, c'est le diagnostic. Voilà, d'avoir une vision précise de la tumeur. Qu'est-ce qu'ils vont chercher à ce moment-là sur Ils vont faire des analyses complémentaires et puis surtout c'est des experts qui voient beaucoup de cas et donc qui forcément ont plus l'habitude. C'est pas des questions d'incompétence, c'est simplement qu'on est dans de la rareté. Oui, bien sûr. Et eux, ils colligent un grand nombre de cas qui leur permettent d'affiner un petit peu plus des diagnostics qui sont parfois très difficiles à faire. Oui, la tumeur va être rare par rapport à sa localisation, par rapport à sa Ça peut être par sa localisation, mais ça peut être aussi par son histologie. D'accord. Et il y a tout un tas d'histologies, il y a des trentaines, même quarantaines d'histologies différentes. Et les experts anatomopatologistes qui font partie du réseau ont une grande habitude, enfin de plus en plus d'habitude, ils ont de plus en plus de cas à relire, ils se réunissent en tant qu'experts pour essayer de rétablir des diagnostics difficiles. Donc ça, j'ai envie de dire que c'est la première étape. La seconde étape, c'est que le territoire a été découpé en différents centres experts du REFCOR. Il y a des centres experts régionaux du REFCOR. Donc une fois qu'un centre hospitalier est face à une tumeur ORL rare, il peut s'en référer en priorité au centre régional du REFCOR, où il y a des réunions de concertation pluridisciplinaires. Et la RCP nationale va intervenir dans les cas où, de par la complexité, il a été difficile de trancher sur un traitement. Et donc, on peut s'en référer à la RCP nationale du REFCOR. Et le principe de ces RCP, c'est qu'on a... moi, mon rôle, en gros, c'est d'essayer de coordonner ces RCP pour faire en sorte qu'il y ait différents spécialistes. Donc, l'idée, c'est d'être pluridisciplinaire, justement, et de manière systématique, on a des experts, soit oncologues médicaux, enfin, on a des experts oncologues médicaux de manière systématique à ces RCP, des radiothérapeutes, des anatomopathologistes et des chirurgiens ORL et maxillofaciaux. D'accord. Et donc, l'idée, c'est d'inscrire les cas qui posent problème ou qui sont les plus complexes via une plateforme Internet sécurisée et anonymisée. Donc, l'idéal, c'est d'avoir les cas un petit peu en amont parce que parfois, ça arrive dans des cas complexes qu'on ait besoin d'anticiper et d'avoir recours à différents spécialistes en amont. On essaye de se renseigner le plus possible sur ce qui se fait de nouveau. Donc, c'est d'inscrire les dossiers au préalable et puis ensuite de se connecter en direct pour discuter avec les différents experts des cas qui posent problème aux différents praticiens. D'accord. Donc vous intervenez vraiment dans un second temps, une fois la RCP régionale posée, ou voilà, quand il y a des problèmes. Voilà, la première étape, c'est d'en référer à sa RCP régionale et ensuite, si il persiste une difficulté, d'en référer à la RCP nationale. D'accord. Et alors, combien de dossiers chaque année sur votre bureau ? Alors, on essaye il y a 2 RCP nationales par mois. C'est deux par mois. Le premier jeudi du mois et le 3e lundi du mois. Maintenant, c'est assez... je pense qu'il y a une information assez claire sur l'ensemble du territoire sur les moments où se tiennent ces RCP. Et on a à peu près une quinzaine de dossiers par RCP. D'accord.
Et une fois la discussion achevée, notre rôle en tant que responsable de RCP, c'est de transmettre ensuite les comptes rendus pour que ça puisse figurer dans les dossiers et permettre une traçabilité du suivi des patients. D'accord, tout ça va très vite. Dès que vous recevez un dossier, il est examiné le mois suivant, dans les prochains... En gros, ça fait une RCP à peu près tous les 15 jours. Ouais, donc, il y a rarement des problèmes de délai de traitement de ces dossiers. D'accord. Dans les cas les plus urgents, parce que ça arrive, qu'on reçoive un cas le vendredi alors que la RCP était la veille, nous, on essaye de rester de toute façon toujours à disposition, si nécessaire, pour conseiller, aiguiller dans l'attente d'une validation à la prochaine RCP. D'accord. Donc, je pense qu'en termes d'accès, on essaye en tout cas de se rendre le plus disponible possible, même en dehors des RCP, pour au moins conseiller, essayer de faire avancer le traitement. Très bien. Caroline, vous êtes également membre de ce réseau REFCOR, donc trésorière aujourd'hui, ancienne coordinatrice. C'est indispensable pour un spécialiste de la sphère au réel d'être intégré aujourd'hui à ce réseau ? Alors, indispensable d'être intégré, non. Après, de le connaître et en tout cas de discuter des cas des patients, oui. Ça, c'est sûr. Je pense que c'est essentiel pour les tumeurs rares qu'elles soient toutes discutées, soit, comme l'a dit Héloïse, dans le réseau, en RCP régional, soit après en RCP national. Après, donc, effectivement, on a besoin d'un certain nombre d'experts et de gens formés à ces tumeurs rares, des médecins qui voient régulièrement ces tumeurs rares. Aussi, souvent, c'est des groupes de médecins où, comme l'a dit Bertrand, on a travaillé sur les recommandations. On fait des recommandations pour la prise en charge de ces cancers auxquels les médecins qui ne sont pas directement impliqués dans le REFCOR peuvent se référer pour savoir quelle est la conduite à tenir dans ce type de cancer. D'accord, très bien. Et alors, vous intervenez également, vous, en tant que spécialiste, dans ces RCP ? Alors oui, j'interviens. On se répartit entre oncologues, entre différents oncologues. On est 4 ou 5 oncologues à participer à ces RCP. Donc globalement, on en fait une par mois. D'accord. Sur les spécialités, donc il y a effectivement des oncologues, chirurgiens. Il y a d'autres spécialités aussi. Donc des radiothérapeutes et des anatomopathologistes, qui sont les 4 disciplines qui interviennent, et dans les recommandations de l'INCa, c'est au moins 3 des spécialités, mais nous on compte les 4 spécialités. Les seuls médecins qu'on n'a pas et qui pourraient apporter éventuellement un plus, ce sont des radiologues. Après, c'est là où Héloïse a dit, alors sur les RCP régionales, en général, il y a un radiologue pour analyser. C'est sur la RCP nationale où on n'a pas forcément de radiologue. Après, c'est là où on travaille les dossiers en amont, et si on a un problème sur la radiologie, on va poser la question à nos radiologues pour qu'ils nous donnent leur expertise. Tout comme sur... il y a des tumeurs, par exemple, si on prend les sarcomes, qui sont des cancers, des sarcomes de la sphère ORL, ils vont faire intervenir le besoin du spécialiste ORL, mais en même temps, des fois, de l'oncologue médical qui prend en charge plus de sarcomes. Le sarcome en lui-même est une tumeur rare. Donc là, on va aussi en amont aller voir éventuellement notre collègue qui a l'habitude de prendre en charge des sarcomes pour lui poser les questions qu'on pourrait pour compléter notre expertise. C'est vraiment... Il y a tout un travail et on a aussi ce qu'on appelle des tumeurs neuroendocrines. Pareil, on va aller voir le spécialiste des tumeurs neuroendocrines pour discuter. On a besoin de plusieurs échelles d'expertise. Et c'est tout ça que le réseau travaille. Voilà. D'accord. Alors, on voit effectivement cette organisation, ce parcours des soins qui est très bien défini. Est-ce qu'il vous arrive parfois, au sein de CRCP, d'avoir des dossiers où vous dites comment ça se fait qu'il arrive aussi tard sur ma table ? Est-ce qu'en amont, il y a parfois quelques freins ? Alors malheureusement, ça arrive toujours. On aimerait que ça arrive moins. Depuis la création du réseau, ça arrive moins que précédemment. Le réseau a vraiment permis d'apporter ça. Enfin, la création du réseau a vraiment permis qu'on prenne plus en amont les patients, mais il reste toujours des patients qu'on pourrait prendre de plus en amont, effectivement, où on va nous poser la question plutôt au moment de la récidive, de la rechute, alors qu'on aurait préféré donner l'expertise dès le début du traitement. Ça, je pense que il faut qu'on continue, nous, sur le réseau, à nous faire connaître, à diffuser l'information. Donc ça passe par parler lors des congrès, lors aussi de la formation des internes, soit dans les cours
qu'on peut donner, c'est-à-dire dire voilà, le réseau existe, et aussi quand ils viennent sur leur terrain de stage dans les centres experts, leur donner cette culture du réseau et de l'importance. Et puis l'autre rôle essentiel, c'est l'association Corasso. C'est de nous faire connaître auprès des patients et que les patients se posent la question et demandent est-ce que ça a été validé par le réseau REFCOR, ma prise en charge, est-ce que je suis bien prise en charge selon les recommandations du réseau REFCOR. Ça, c'est une question que les patients peuvent tout à fait poser à leurs praticiens quand ils le rencontrent. D'accord, ça fait. Avant de revenir peut-être sur le rôle de Corasso, Bertrand, c'est votre travail aussi, justement, alors de faire la promotion de ce réseau, de le présenter aux médecins en ville, de l'expliquer. C'est aussi une partie de votre rôle en tant que secrétaire du REFCOR. Alors ça a été, on essaie d'être tous acteurs de ce type d'information, notamment, on en reparlera peut-être de l'opération Rouge-Gorge qui va bientôt avoir lieu, donc des démarches de communication. Mais en fait, avant ça, finalement, ce qui est important, c'est que ces patients, ces tumeurs rares soient prises en charge dans tout un écosystème et non plus par des praticiens ou des services isolés. Et c'est ce qui a vraiment fait la force des réseaux comme ça qu'on a mis en place, c'est de faire travailler les gens ensemble. Les services, autrefois il y avait culture des services et chaque service se tirait un petit peu la bourre sur et ensuite il y a eu les groupes collaboratifs et les réseaux participent de ça. Donc au sein de chaque centre expert, il y a déjà un écosystème avec oncologues, radiothérapeutes, anapathes, il y a tous les experts locaux et tous ces experts-là se réunissent sur dans des RCP nationales, dans des congrès, sur des recommandations, et tout ça, c'est pour le bénéfice du patient. Donc, ce qu'on peut vraiment, ce qui est important, c'est que c'est qu'on crée cette structure cet écosystème. Et là, on le crée à un niveau national. Et il y a, en fait, l'Europe est en train de créer ça, et c'est beaucoup inspiré d'ailleurs du REFCOR pour créer le EURACAN. Donc, on participe. Je participe à ce réseau européen aussi. Et ce réseau européen est lui aussi en train de mettre en place une base de données fédérée. Il y a eu des gros financements européens pour ça. Et donc, cette base de données européenne s'est beaucoup inspirée de la base du REFCOR. Et donc, en fait, finalement, c'est ça qui doit essaimer pour que les patients soient mieux pris en charge, c'est que l'information est bien circulée, les écosystèmes soient mis en place et que chacun puisse accéder à l'information et à l'excellence dans des réseaux hospitaliers. Donc c'est là-dessus, c'est à ça qu'on travaille depuis 2008, la date de la création de ce réseau. Et on est tous acteurs de ça, avec notamment les associations de patients qui jouent. Corasso était finalement la première association de patients sur les cancers ORL rares, et ensemble, on arrive à faire circuler l'information, et ça, c'est ça qui est important. Vous évoquez l'échelon européen. Est-ce que vous imaginez, est-ce que vous avez vu des cas des cas de cancer très rares ou finalement presque inédits en France, et sur lesquels vous auriez aimé justement avoir la vision d'autres pays étrangers? Est-ce que vous avez pu aller chercher, interroger des experts à l'étranger? Alors de toute façon, la littérature médicale, elle est internationale. Oui. Donc on a toujours, il y a des tas on bénéficie, il y a des congrès internationaux, il y a des journaux qui font circuler cette information médicale et ces connaissances. Il y a des essais thérapeutiques qui se font donc on a de toute façon toujours, on est toujours tourné vers la connaissance internationale. Ouais. Maintenant, sur le plan vraiment fonctionnel et pratique, ce qui marche encore le mieux, c'est l'échelle nationale. Ouais. Et c'est vrai que ces réseaux européens, ils ont un peu pour objectif aussi de tirer vers le haut les pays qui sont peut-être moins médicalisés et qui ont moins de structures que d'autres. Voilà, c'est aussi ça l'objectif de ces réseaux. Mais en tout cas, pour ce qui est de la connaissance, c'est vraiment, pour l'instant, c'est vraiment la RCP du REFCOR, c'est un peu notre échelon ultime d'avis direct pour la prise en charge d'un patient. Très bien. Nous, ça nous arrive de discuter avec d'autres experts internationaux. Si on voit effectivement des tumeurs rares ou sur une attitude, ça nous arrive. Et les pathologistes aussi discutent beaucoup. Il y a quand même certains grands experts internationaux, et les pathologistes peuvent être amenés à discuter certains cas avec des experts internationaux pour être bien sûr du diagnostic. D'accord. Ça arrive même sur des cas en dehors de l'information et des données scientifiques, ça arrive que sur certains cas, on se pose des questions entre nous.
D'accord, très bien. Sabrina, Bertrand a un peu piqué ma curiosité à travers cette opération Rouge-Gorge. C'est quelque chose que vous menez à Corazon, parce que j'imagine aussi que pour vous, la communication, que ce soit auprès des patients, même auprès du grand public, est clé pour justement réduire les rances thérapeutiques. Alors nous, on ne mène pas Rouge-Gorge, ce sont les soignants qui ont mis en place cette campagne, parce que il n'y avait pas de campagne annuelle à grande échelle pour les cancers ORL, les cancers tête-cou en général. Et nous, on arrive en support. L'idée de cette campagne, c'est de donner de la visibilité aux symptômes qui doivent alerter, que ce soit pour les cancers ORL rares ou pour les cancers tête-cou en général. On va parler de cancer de la gorge, mais l'idée c'est vraiment de parler de ces symptômes qui sont assez peu évocateurs et de donner à voir ce qui ressemble à un virus de l'hiver, que ce soit un ganglion dans le cou, une tache qui ressemble à un aft qui persiste, que ce soit un enrouement, que ce soit une narine bouchée, mais que d'un côté. Et si ça perdure plus de 3 semaines, il faut vraiment consulter et lever le doute, en fait. Donc, c'est le message qu'on essaye de faire passer. Et on essaye de l'élargir, justement, pour sortir de l'archétype dont je parlais tout à l'heure, de cette case dans laquelle on veut trop souvent mettre les cancers ORL, tabac, alcool, âgé. Parce qu'il y a le papillomavirus qui est bien installé maintenant, parce qu'il y a tous ces cancers rares. Et ces cancers rares, ils touchent, au même titre des fois que les épidermoïdes d'ailleurs, et les plus âgés, mais aussi les plus jeunes. Et malheureusement, ces cancers, ils sont peu connus du grand public, mais ils sont aussi peu connus des praticiens en ville. D'accord. Donc ça pose problème pour le diagnostic, parce que nous, on a des adhérents qui nous rapportent qu'ils avaient une douleur dans la gorge, un antibiotique, un deuxième, un troisième. C'est dans votre tête, ma petite dame, on va vous donner des antidépresseurs. Et ça, c'est du vécu. C'est du vécu de patient par manque d'information. Et c'est pour ça que le REFCOR, pour nous, on voit toute cette fédération des soignants et on la vit au quotidien. C'est quelque chose de très précieux, parce que quand il y a des patients qui viennent nous consulter ou des aidants pour avoir des informations sur où est-ce que je peux être soignée, on m'a dit ça, le médecin m'a dit ça, mais vraiment ça, j'adhère pas, j'ai pas envie d'aller vers ce traitement-là, ça me fait peur. Mais nous, on a ce rôle de rappeler que le REFCOR existe. Bien sûr. Si c'est un cancer rare, est-ce que votre médecin a fait les démarches auprès du REFCOR? Déjà, est-ce que vous êtes suivi dans un réseau d'experts? Sinon, est-ce que votre médecin s'est fait connaître auprès du REFCOR? Et dans tous les cas, vous avez le droit à un deuxième avis. Ouais. Et ça, c'est précieux, parce que ça peut sortir d'une prise en charge qui n'est pas adaptée, dans certains cas malheureusement, mais aussi ça peut participer à réentendre la même proposition de traitement, bien sûr. Et donc à rassurer, bien sûr. Parce qu'on parle quand même de traitements qui, dans une grande partie des cas, peuvent être très invasifs. Tout à fait. Héloïse, j'imagine que quand vous entendez Sabrina comme ça parler d'exemples d'errance thérapeutique sur le terrain face à la médecine de ville, c'est pas forcément facile d'entendre pour une experte comme vous. Vous pensez que c'est possible d'améliorer la connaissance de ville, voilà, pour justement limiter autant que possible ces faux diagnostics, d'ailleurs, on peut parler de ça. Oui, bien sûr. Effectivement, c'est du vécu. Ça arrive encore que les cas que décrit Sabrina, on en a encore quelques-uns. L'idée vraiment, c'est nous, à travers le réseau, de rappeler l'existence de ce réseau, de pas hésiter à en référer, ne serait-ce que pour un avis.
Et je pense que de plus en plus, quand même, l'information a circulé. De plus en plus, les différents praticiens ont recours, n'hésitent plus à nous solliciter, ne serait-ce que pour un avis. Mais c'est notre rôle aussi à nous, effectivement, de faire circuler l'information à travers les associations de patients, à travers les différents congrès qui peuvent se tenir. Mais je pense que l'accès est assez facile et de plus en plus utilisé par les différents praticiens. D'accord, il y a beaucoup de progrès. Sur les centres experts, sur les spécialités des centres experts, est-ce qu'aujourd'hui, Caroline en avait parlé un petit peu, est-ce que ces centres experts ont tous les mêmes spécialités? Est-ce que c'est facile d'accéder à la chirurgie, à la radiothérapie, à voilà, toutes les spécialités qui peuvent un peu constituer la prise en charge des patients? Oui, en général, on demande à un centre. Alors, pas forcément les pathologistes. Tous les centres experts n'ont pas un pathologiste référent du Corpat, mais ça, c'est-à-dire que les lames, c'est quelque chose qu'on envoie assez facilement. Donc les lames, voilà, pour le diagnostic. Les lames pour le diagnostic et quand même aussi les nouvelles technologies. C'est-à-dire qu'avant, ils se réunissaient physiquement, les pathologistes, quand ils avaient un souci, avec l'idée aussi de former les plus jeunes. Il y a toujours eu il y a quand même cette importance de former les plus jeunes aux maladies rares, de leur transmettre nos connaissances. Et donc les pathologistes avant se réunissaient dans un même lieu avec ce qu'on appelle les microscopes multitêtes pour discuter les cas et former les plus jeunes. Maintenant, ils peuvent le faire en visio, en chargeant les lames et en regardant. Voilà. Donc on voit quand même que les nouvelles technologies aussi aident à s'améliorer, à mieux connaître les maladies et à mieux diffuser l'information et la rendre plus facile. C'est-à-dire de ne pas avoir à se déplacer, c'est pas le même impact quand vous aviez à vous déplacer. Donc ça, je crois que c'est essentiel. Et aussi, cette nouvelle technologie permet justement de pouvoir avoir une expertise multidisciplinaire avec des personnes qui vont travailler. Mais en général, les centres experts sont effectivement ont la multi-expertise. C'est essentiel en fait d'être quand même tous dans un même lieu pour pouvoir mieux traiter un patient. En dehors de ça, il faut aussi une expertise, comme l'a dit Sabrina, ça entraîne des séquelles importantes. Donc il faut, au-delà de l'expertise médicale, il faut l'expertise aussi en termes d'orthophonie, en termes de nutrition, parce que le traitement, il passe aussi par les soins de support. Et donc c'est essentiel d'être quand même dans des hôpitaux où vous allez avoir tout ce plateau technique et toute cette structure pour mieux traiter le patient. Et oui, c'est évident que quand vous êtes dans le même lieu, nous on consulte en face des chirurgiens. Le jour où on voit un patient avec une tumeur rare et qu'on a une question, moi je vais frapper à la porte de mon collègue pour avoir l'avis. Donc c'est sûr que les centres experts comme ceux-là, c'est, je pense quand même c'est le mieux pour traiter les patients. D'accord. Alors sur cette table ronde, vous êtes trois experts médicaux parisiens. Est-ce que malgré tout, on peut avoir le même service, la même qualité de soins partout en France, ou est-ce que pour les patients les plus graves, voilà, qui remontent jusqu'au RCP national, est-ce qu'il faut qu'ils viennent à Paris aussi pour voir des spécialistes parisiens, ou alors est-ce qu'on trouve en région toute cette expertise? Il y a d'excellents centres experts régionaux. Souvent, ce sont les CHU, la plupart du temps. Il y a aussi des structures qui sont de très très grande qualité, qui sont pas forcément universitaires. Il y a les centres de lutte contre le cancer, bien sûr, les CHU et centres de lutte contre le cancer. J'ai une vision un peu biaisée puisque je pensais que bien évidemment. Donc voilà, ça forme déjà un maillage territorial assez dense. Mais il est vrai que les patients de la région centre, par exemple, il y a énormément de patients de la région centre qui doivent faire beaucoup de kilomètres pour trouver des centres susceptibles de leur apporter une qualité de soins suffisante. D'accord. Et alors c'est pas pareil, il n'y a pas que Paris, il y a d'excellents centres régionaux. Je vais pas les citer pour ne pas en oublier, mais il y en a beaucoup. Oui, sur un cancer qui va toucher malgré tout peut-être juste 50 patients, est-ce que finalement ces 50 patients ne vont pas tous
à un moment ou à un autre passer par le même spécialiste qui a vraiment cette expérience de ce cancer rare? Alors c'est là où c'est là où les RCP nationales peuvent permettre de donner un avis. Et après, les traitements sont pas forcément, une fois que le traitement est choisi, il peut être effectué par les oncologues locaux. Alors sur la chirurgie, c'est un petit peu, je sais pas si vous vouliez venir plus tard, mais sur la chirurgie, effectivement, aujourd'hui, les enjeux de la chirurgie des tumeurs rares, c'est la chirurgie endoscopique de la base du crâne pour les tumeurs du sinus, et c'est la chirurgie reconstructrice qui fait aujourd'hui, je pense, la différence de qualité de prise en charge. D'accord. Et ça, c'est sûr que aujourd'hui, il est compliqué de faire de la cancérose sans avoir une équipe de chirurgiens qui sont capables de faire de la reconstruction microchirurgicale de qualité. Alors là, il peut y avoir un peu des disparités qualitatives sur le territoire, mais là encore, on fait d'ailleurs une RCP nationale de reconstruction, qui est moins développée que celle de REFOR, mais qui existe. Et puis il y a quand même dans les CLCC et dans les CHU maintenant qui font de la cancérologie tête et cou, il y a toujours une équipe de reconstruction. Alors évidemment, on peut, c'est peut-être là où les choses changent le plus et c'est vrai que pour faire une bonne chirurgie reconstructrice, il faut en faire beaucoup. Et puis il y a des innovations, puis il y a voilà, on peut faire évoluer les choses. Je sais pas si on parlera de. Oui, on peut en parler. Oui. Par exemple, là, j'ai la chance de bénéficier d'une nouvelle aide robotique à la micro-anastomose, le robot Simani, qui permet de faire des super micro-anastomoses, c'est-à-dire que réabouter ensemble des vaisseaux millimétriques pour apporter du tissu vascularisé là où on en a besoin, pour reconstruire un maxillaire, une joue, un plancher de la bouche, une mandibule, etc. Donc c'est pas on peut très bien faire de l'excellente reconstruction sans ce truc-là, mais ce robot permet un peu de repousser les limites de la reconstruction et de faire des choses un peu moins invasives, de se brancher sur des vaisseaux plus petits, de faire moins de décollement, et donc de faire évoluer des choses. Moi, quand j'ai commencé la chirurgie reconstructrice avec des pionniers de l'époque, il y en avait 2 en Île-de-France, et les interventions duraient jamais moins de 20 heures. Ça mettait un temps fou. Et ma génération, on a un petit peu standardisé le process de façon à le faire rentrer dans des plages opératoires acceptables. Et puis, ça continue. Il y a beaucoup d'innovations à ce niveau-là. Donc, ce qui permet d'améliorer la qualité de vie des patients, parce que autrefois, quand on retirait un bout de mandibule, on reconstruisait pas et ça donnait des faces, des gueules cassées, quoi. Donc, on essaie de limiter ça au maximum avec la reconstruction, même s'il faut rester très humble. On fait pas aussi bien que la nature, mais on peut permettre de limiter au maximum les séquelles. Et c'est là-dessus qu'on a vraiment, je pense, on a fait beaucoup de progrès et on va continuer à en faire. Voilà. Et il faut avoir l'humilité de continuer à chercher, de travailler pour s'améliorer toujours, parce que ce qui peut paraître fabuleux à un chirurgien autosatisfait peut ne pas être vécu de la même façon par le patient qui, lui, se retrouve à la fin de son traitement face à ses séquelles et voilà, et c'est important de l'entourer, de minimiser ça. D'accord. Et alors Héloïse, justement sur cette robotique, vous en bénéficiez également dans vos services. C'est des choses là qui bouleversent un petit peu la chirurgie, la reconstruction des patients. Nous, à Gustave Roussy, on n'a pas encore accès. D'accord. Vous avez le Da Vinci. Le Da Vinci qui est encore un autre robot. Mais au-delà, pour répondre à la question de tout à l'heure, au-delà des différents accès à la chirurgie reconstructrice, en général, à la RCP justement nationale du REFCOR, les praticiens, quand ils se rendent compte qu'il s'agit d'un cas complexe où on peut avoir recours même à la chirurgie de la base du crâne, on peut avoir recours à des spécialités chirurgicales différentes, donc des neurochirurgiens, des chirurgiens otologistes. Les praticiens, en général, ils connaissent très bien leurs limites. Et c'est le médecin ou le chirurgien référent qui va savoir s'il est possible de prendre en charge les patients dans son centre ou s'il vaut mieux les adresser. Et en général, il n'y a pas trop de soucis de ce côté-là. D'accord.
Et si on n'a pas le plateau technique qui nous permet d'avoir la prise en charge la plus adaptée, les praticiens hésitent de moins en moins à adresser les patients pour leur faire bénéficier des soins les plus complets. Et au-delà de la reconstruction, il y a aussi l'excellent travail des épithésistes parfois, où quand il est difficile de faire de la reconstruction avec des lambeaux qui viennent du patient même, on peut avoir recours à des épithèses faciales qui font aussi très bien le travail, et ça c'est assez rare d'avoir des épithésistes sur place. Et encore une fois, en général, les gens savent où adresser, les praticiens savent où adresser les patients pour améliorer la prise en charge. Sur cette question justement de l'innovation en chirurgie, est-ce qu'il y a des techniques aussi que vous regardez de près, peut-être des innovations qui sont proches, qui vont arriver, ou alors est-ce qu'on est plus dans une phase d'intégration, notamment des progrès de la robotique aujourd'hui? La robotique, encore une fois, c'est assez spécifique, et comme disait Bertrand, à ce jour, on n'est pas obligé d'avoir un accès au robot pour faire de la bonne chirurgie de reconstruction. Peut-être que, nous, on n'a pas encore le Simani sur Gustave Roussy, je ne sais pas si on l'aura, mais en tout cas, c'est surtout les discussions multidisciplinaires qui améliorent la prise en charge, la RCP de reconstruction, qui permet aussi de discuter entre différents spécialistes, et puis le travail multidisciplinaire avec nos collègues dentistes aussi, qui permettent de faire des très bonnes réhabilitations dentaires, de mettre des implants extra-oraux aussi. Je pense que c'est surtout, encore une fois, cette multidisciplinarité qui permet d'avancer et de s'améliorer au jour le jour. D'accord. La reconstruction, il y a aussi les biomatériaux qui sont assez prometteurs et qui sont très attendus pour améliorer encore le geste de reconstruction qui est compliqué, notamment quand il y a la radiothérapie qui suit. Il y a toute cette discussion, est-ce que on fait la reconstruction avant, après la radiothérapie? En général plutôt avant, mais il y a encore des petits consensus à trouver, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les biomatériaux, notamment pour la reconstruction de la pyramide nasale, et je crois, mais ça, je suis pas sûre, pour la mandibule aussi, non, pas encore, mais pour la reconstruction de la pyramide nasale, en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup d'espoir sur cette technologie. D'accord, les biomatériaux qui sont des prothèses sur lesquelles on peut greffer des tissus, c'est ça? Alors, et si je dis bien, mais ça, je laisse les experts parler, il va y avoir aussi une évolution du matériau. Pour permettre des meilleures intégrations et des meilleures reconstructions. Voilà, un peu comme des fils résorbables, en fait. C'est un peu dans la même dynamique, mais là, je suis pas expert. Ouais. D'accord, très bien. Bon, on revient. Mais Caroline, on a parlé beaucoup de chirurgie, de reconstruction. Alors, il y a aussi toute une partie traitement, que ce soit médicamenteux ou en radiothérapie. Est-ce que vous pouvez nous parler également des innovations de ces dernières années, où en sont aujourd'hui les pratiques? Alors, il y a des nouveaux médicaments qui arrivent, mais il n'y a quand même pas beaucoup de révolutions en oncologie médicale pour ces tumeurs rares, parce que, comme on l'a précisé, c'est difficile de conduire des essais. On se freine encore à besoin, logiquement, de laisser randomiser, donc contre traitement standard, où on n'a pas forcément de traitement standard, et puis c'est une pathologie rare, donc on n'arrive pas à avoir le nombre de patients. Donc on s'est quand même freiné assez récemment pour l'accès à un médicament. Alors maintenant, on l'a, l'accès aux médicaments, mais où c'était pas un essai randomisé, c'était sur une anomalie moléculaire particulière partagée par plusieurs types de cancers. Donc il y avait plusieurs types de cancers, essai non randomisé. Et au premier passage, ça a été refusé, l'accès aux médicaments et le remboursement. Oui. Et donc, il faut quand même encore changer les mentalités. Donc maintenant, on voit commence à voir apparaître des essais thérapeutiques avec ce qu'on appelle des bras synthétiques. C'est-à-dire, c'est tout là aussi l'intérêt de nos cohortes du REFCOR, c'est de pouvoir dire, quand on fait le traitement entre guillemets standard, ça donne telle survie, telle efficacité, et de pouvoir comparer ces nouveaux traitements dans le cadre d'essais thérapeutiques avec des cohortes historiques, mais il reste encore du travail à faire.
Donc, il y a eu quelques nouveaux traitements. On voit, comme l'a dit Sabrina, un nouveau traitement arrivé dans le CAVOM. Après, on attend quand même encore le dossier en cours d'évaluation par les autorités de santé. On n'a pas encore la décision définitive. Donc on voit quand même, on a encore des freins. Sur les essais thérapeutiques, on voit aussi que c'est compliqué. Comme dit Sabrina, il y a des molécules qui se développent aux États-Unis et on n'a pas les essais en France. Donc ça reste une grande frustration pour les patients et pour nous aussi, parce que nous, on aimerait pouvoir donner accès à ces nouvelles molécules à nos patients. Ils nous demandent, souvent ils savent, en plus maintenant quand même avec les réseaux sociaux, toute l'information est très bien diffusée et c'est bien parce que ça fait évoluer les choses. C'est là où on travaille aussi avec les associations de patients pour qu'on porte à deux la voix de tel traitement, on pense qu'il est important, il faut y donner accès. Et on travaille dans ce sens-là ensemble. On se contacte régulièrement pour avoir les informations l'une et l'autre sur l'intérêt des traitements et discuter ensemble de ce qu'on pense de ces nouveaux traitements. D'accord. Sur l'accès à ces traitements, l'innovation, il y a deux parties. Donc effectivement, il y a la commercialisation, une fois que le médicament est commercialisé, qu'il est plus ou moins plus disponible. Et il y a aussi toute la partie essai clinique qui permet aussi, notamment pour les cancers rares, de donner à des patients directement sans attendre toute cette phase l'accès au traitement. À Gustave Roussy, vous avez mené beaucoup d'essais cliniques aujourd'hui dans ces domaines. Dans les cancers rares, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu d'essais cliniques on en a eu il y a quelques années. D'accord. Et ça devient plus difficile parce que les industriels vont plutôt commencer le développement aux États-Unis et quand ils viennent en Europe et en France, ils sont confrontés à des réglementations, des soumissions, etc., un peu différentes, un peu plus compliquées qu'aux États-Unis. Et s'ils ont réussi à avoir assez de patients aux États-Unis, ils vont à ce moment-là avoir plutôt tendance à le faire aux États-Unis. Donc c'est vrai qu'on n'a pas si facilement accès. Il y a eu des initiatives françaises dans le cadre avec le groupe Unicancer, ORL. Il y a eu plusieurs essais sur les glandes salivaires, mais c'est pareil, il faut réussir soit à avoir un financement des industriels, soit avoir des financements publics. Mais pareil, c'est compliqué quand même. On a soumis quand même beaucoup de dossiers et c'est compliqué de réussir à avoir des financements pour des études sur ces cancers rares. Tout à fait. Voilà. On est quand même un peu. Ça fait plusieurs années qu'on n'a pas d'essai et que on trouve ça dommage pour les patients. Dès qu'il y a un essai, via le réseau, via les RCP, c'est diffusé. Et là, quand on a un essai, les patients ont assez largement accès aux innovations. Il y a vraiment. Oui, vous pouvez identifier les patients rapidement dès qu'il y a un essai sur un cancer rare, avec les essais qu'on a fait sur les cancers rares, on a inclus très très vite et on n'a pas de frein. Ce qui est un avantage pourtant pour les industriels. On pourrait dire que la France est plutôt attractive. Alors c'est pas que les industriels veulent pas forcément, mais ils sont confrontés à quand même des barrières de soumission qui sont pas aussi difficiles aux États-Unis. Et donc, ça les freine. Et puis, ils continuent à avancer leur essai aux États-Unis. Et puis, nous, on arrive trop tard, entre guillemets. D'accord. Donc, c'est quand même dommage. Et puis, en attendant, c'est autant de patients qui, soit vont être traités tardivement avec plus encore de séquelles, soit ne vont pas survivre à l'attente. Donc, et là, c'est précisément sur l'essai dont parle Caroline, c'est précisément le cas. Nous, au sein de l'association, on a des adhérentes qui nous partagent leur parcours. Alors, on enlève un bout de tumeur, on continue un petit peu plus, puis finalement, il reste plus du tout de mandibule. Et je vous mets au défi de manger sans mandibule. Voilà. Et là, c'est quelque chose encore on arrive à trouver des moyens de substitution, même si je vais rester poli, mais même si ça anéantit la qualité de vie. Il y a d'autres pathologies où c'est situé à des endroits plus stratégiques, plus près d'une artère, plus près d'un nerf, par exemple le nerf optique, plus près du cerveau, plus près des méninges. Et là, quid de cette attente en fait, en tant que patient, il y a une incompréhension par rapport, c'est ce que je disais tout à l'heure, par rapport aux exigences de l'administration dans ces cas particuliers. Alors, il y a des évolutions, on a vu là au niveau européen. On va accélérer les dossiers pour les innovations européennes. Mais le problème, c'est que
c'est un bon début, mais il faut que ce soit à l'échelle internationale et au-delà des frontières de l'Europe, dans la mesure où on parle de cancers rares. Et si on veut se donner les moyens d'évaluer l'efficacité d'un traitement, c'est pas en limitant dans un espace donné, c'est vraiment en ouvrant le plus possible et peut-être en acceptant un peu plus de risques, parce que de toute façon, dans certains cas, s'il n'y a pas de traitement, c'est la fin de vie. Donc, il y a tout un débat en ce moment justement sur la fin de vie, mais quand on peut encore la sauver, ou en tout cas avoir l'espoir d'eux, et que le patient est informé et que le patient est OK avec ça, pourquoi est-ce qu'on ne facilite pas plus l'accès, y compris à des molécules qui viennent d'autres pays? Tout à fait. Caroline, un petit mot aussi sur la radiothérapie, qui a gagné beaucoup en précision ces dernières années. J'imagine qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'innovations aujourd'hui, des cancers qui sont ciblés plus précisément. Ça vous aide dans la prise en charge des patients? Moi, je suis pas radiothérapeute, donc je vais avoir un avis limité. Mais oui, on a vu quand même une évolution dans la radiothérapie, des traitements plus précis, avec l'objectif de limiter quand même les séquelles. Après, par exemple, il y a des technologies où on n'a encore pas accès en France, on peut accès en France, comme la protonthérapie, qui peut, sans améliorer forcément l'efficacité, permet quand même de réduire, parce qu'on a des tumeurs qui sont proches de zones à risque, par exemple de l'œil, etc. Et donc, l'idée d'épargner les tissus sains de façon, et on n'a pas un accès très large à la protonthérapie. C'est pareil, sur les carcinomes adénoïdes kystiques, l'adronthérapie peut apporter quelque chose. Il y a 2 centres en Europe qui y ont accès, mais qui ne sont pas en France. Donc, on peut encore améliorer encore l'accès aux soins et aux nouvelles technologies. D'accord. Très bien, je vois le temps qui file peut-être. Un dernier mot sur cette partie innovation, Héloïse. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous voyez aussi des manquements dans vos services? Est-ce que vous êtes parfois déçus de ne pas avoir accès à certaines thérapies, à certains outils que vous pouviez voir? Ou alors vous faites face à des patients qui vont vous demander tel ou tel médicament, tel ou tel traitement? Oui, c'est un peu pour revenir sur ce que disaient Caroline et Sabrina, sur l'accès à d'éventuelles nouvelles molécules qui est compliqué, et on a l'impression qu'il y a quand même un gros frein administratif. Ce qui reste un problème assez français. Et de la même manière, l'accès à des techniques innovantes de radiothérapie, notamment. Au-delà de la thérapie, il y a aussi la protonthérapie, où il y a très peu de centres en France et des places limitées, alors qui permettent de délivrer en fait des doses plus fortes sur l'endroit atteint et en diminuant les séquelles des tissus avoisinants. Ça, on a un accès qui est encore difficile parce que ça coûte cher et que c'est difficile à mettre en place. Mais c'est vrai qu'il faudrait faciliter déjà cet accès aux soins, je pense. Oui, d'accord. Bertrand, également, pour conclure, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui c'est difficile en France d'avoir accès à ces innovations? Alors la recherche, c'est toujours un temps long, donc c'est toujours très frustrant du point de vue du patient et même du point de vue de celui qui mène l'essai, parce que un essai thérapeutique, ça met plusieurs années en fait entre le moment où on veut l'initier et le moment où on a le résultat, et encore plus ensuite le temps administratif pour obtenir l'autorisation de mise sur le marché. Donc c'est sûr que ce sont des petits pas, mais bon, globalement. De manière nationale et internationale, ces petits pas, ils finissent quand même par faire progresser les choses. Et ça va jamais assez vite, mais bon, on est tous, on travaille tous à hauteur de nos possibilités, de nos moyens. Et finalement, bon, je pense qu'on a notre bilan, il faut regarder aussi le chemin parcouru qui est quand même plutôt positif. Mais c'est sûr qu'il y a encore un monde un monde qui s'ouvre devant nous pour faire mieux. C'est une évidence. D'accord. Très bien.
Eh bien, Bertrand, Caroline, Héloïse, Sabrina, un grand merci pour vos éclairages sur ce sujet des cancers ORL rares. Donc on en retient évidemment une grande expertise de terrain, une organisation très, très puissante et des innovations médicales qui s'accélèrent malgré parfois des freins à leur accès. Alors, restez avec nous. Je vous retrouve dans 5 minutes environ avec le docteur Jérôme Fayette et le docteur Yun-Gan Tao pour parler plus précisément de la recherche clinique sur les maladies rares, sur les cancers ORL rares. À tout de suite. Retour sur le plateau de cette web émission sur les cancers ORL rares, l'innovation face au terrain. Alors, après avoir dressé un état des lieux plutôt complet de la prise en charge de ces cancers, focus sur la recherche clinique qui permet de développer les traitements de demain, mais aussi d'apporter de nouvelles options thérapeutiques aux patients aujourd'hui. Pour en parler à distance, docteur Jérôme Fayette. Bonjour Jérôme. Bonjour. Bonjour, vous êtes oncologue médical au centre Léon Bérard à Lyon. Et avec moi, le docteur Yun-Gan Tao. Bonjour Yun-Gan. Bonjour. Vous êtes onco-radiothérapeute à Gustave Roussy, président élu du GORTEC, donc le groupe d'oncologie radiothérapie tête et cou. Alors pour commencer, justement, Yun-Gan, est-ce que vous pouvez me présenter un petit peu cette organisation, le GORTEC ? Oui, en fait, le GORTEC, c'est le groupe coopérateur et français qui fait plutôt des essais cliniques, de recherche clinique en France et en Europe. Et, on réunit aussi des groupes européens comme Espagne, Italie, Allemand, etc. Et l'idée, c'est de faire des essais multicentriques, pas simplement un centre ou deux, et d'améliorer le traitement des cancers ORL. Et principalement, on a commencé les premiers essais il y a plus que 30 ans déjà. Donc D'accord. Là, on est devenu un des leaders, un groupe mondial. D'accord, très bien. Alors, pour commencer, on a entendu tout à l'heure Caroline Even qui nous expliquait la difficulté en France de mener des essais cliniques, alors notamment à Gustave Roussy, où nous expliquait qu'il y a plusieurs années déjà, depuis le dernier essai sur un cancer rare. Est-ce que c'est un constat que vous partagez, Yun-Gan ? Oui, globalement, les cancers rares, surtout ORL, c'est très difficile, surtout et à la fois académiques et industriels sont très difficiles, et industriels sont moins intéressés parce que c'est rare, c'est une petite population, et académiques, on a aussi du mal de le faire. Mais en GORTEC, on a quand même fait un essai phase 3 randomisé, un grand essai, presque 300 patients. Ouais. Depuis c'est presque 10 ans, donc on a commencé il y a 10 ans, et là, on est en train de récolter les résultats. C'est l'essai Santal qui ont évalué l'efficacité de chimiothérapie en même temps que radiothérapie après la chirurgie pour des tumeurs rares, soit glandes salivaires, soit des sinus paranasales ou des faunes nasales. D'accord. Très bien. Donc, un essai clinique malgré tout en cours. En cours de finalisation. Jérôme, à Lyon, est-ce que pour vous aussi, vous voyez des difficultés à mener ces essais cliniques sur les cancers ORL, ou est-ce que vous avez plusieurs programmes, plusieurs projets en cours ? Alors, il faut, comme on dit un petit peu Caroline Yun-Gan, faut différencier les cancers ORL, je dirais classiques, où là, il y a beaucoup de patients dans le monde qui n'ont pas de difficulté pour avoir des essais cliniques. Et après, le problème, c'est les tumeurs rares. Comme elles sont rares, justement, les laboratoires sont assez peu intéressés. Quand on développe un essai clinique, c'est peut-être dur à dire, mais il faut toujours se mettre dans la place de l'actionnaire pour le laboratoire, et de dire quel est le rendement de mon investissement. Et comme on manque de patients, forcément, vu le coût des essais cliniques, c'est compliqué. Donc c'est difficile d'avoir des essais cliniques sur les tumeurs rares. Quand on en a, le recrutement est extrêmement rapide, parce que on avait eu avec Unicancer il y a quelques années maintenant un essai avec une immunothérapie dans les glandes salivaires. On avait mis une centaine de patients en 1 an.
Donc pour montrer la rapidité et l'organisation. Pareil, on a eu un essai sur les tumeurs des glandes salivaires. Bon, l'essai a été arrêté pour inefficacité, mais très rapidement, on a réussi à recruter du monde. Donc ce qui est difficile, c'est d'avoir l'essai parce qu'on n'a pas de laboratoire qui sont intéressés pour développer les molécules, clairement par manque de marché, et ensuite parce qu'il a été déjà bien expliqué par les modalités de financement où c'est compliqué d'avoir un financement industriel, donc c'est des financements uniquement par des académiques et c'est lourd, et c'est pour ça qu'il faut souligner le GORTEC, le rôle du GORTEC qui, en ayant une visibilité, Younghain a été très modeste, hein, une visibilité énorme au niveau international, parce que dès qu'il y a un essai du GORTEC qui est présenté dans les congrès, il fait des sessions orales, hein, parce que vraiment les sélecteurs des congrès voient GORTEC et ils savent que c'est quelque chose de solide. Et pour dire, par exemple, l'an dernier à l'ASCO, Jean Bourris, sur une étude du GORTEC, a fait la session présidentielle. Donc c'est quand même important à souligner. Et du fait de ce dynamisme, ça permet d'avoir des financements pour que le GORTEC, en son nom, puisse mener des essais qui intéresseraient moins l'industrie pharmaceutique, mais qui ont une importance majeure pour les patients. Donc, pour résumer, ce qui est difficile, c'est d'avoir l'essai. Mais quand on a l'essai, on a un réseau qui est extrêmement fort et on recrute en général très très vite pour les patients. Donc ce qui nous manque aujourd'hui, c'est des soutiens financiers. Hein, mais malheureusement, je suis pas très innovant en disant ce genre de choses. Tout à fait. Caroline, tout à l'heure, faisait un peu la différence aussi entre effectivement des essais qui vont être difficiles puisqu'on s'adresse à des cancers rares, mais qui peuvent exister, et s'ils existent, ils vont plutôt aller aux États-Unis, plutôt choisir les États-Unis plutôt que la France ou d'autres pays. Est-ce que vous voyez aussi ces molécules qui peuvent être développées à côté de chez nous et sans forcément atteindre nos CHU ? Ah bah oui, ça c'est d'une évidence. Hein. Vous savez, quand ça vient d'un laboratoire, le laboratoire il va à l'endroit où ensuite il pourra vendre ses médicaments. Il y a une difficulté quand même qui est en France. Même quand vous avez une autorisation de mise sur le marché, vous avez souvent des délais très importants pour avoir des remboursements à des prix attendus par les laboratoires qui sont pas aussi élevés que ce qu'ils espéraient. Donc là, on n'est pas à discuter si c'est trop cher, pas assez cher. On est en train de discuter l'attitude du laboratoire qui va, et c'est un petit peu logique, à l'endroit où il va pouvoir vendre son médicament après. Donc oui, on a un frein là-dessus, et même des sociétés françaises, hein, il faut bien le dire, préfèrent parfois développer leurs médicaments aux États-Unis. Donc c'est à nous de leur montrer la qualité de notre recherche clinique, et là il n'y a pas de doute possible, mais ensuite de pouvoir discuter avec les autorités la possibilité de rentabiliser l'investissement des laboratoires, parce qu'on sait que le coût de développement d'une molécule est très élevé. D'accord. Et alors à Lyon, chez vous, voilà, il y a eu des essais récemment, il y a eu quelques travaux, des développements qui sont en cours peut-être ? Alors sur les tumeurs ORL standard, oui, beaucoup. Sur les tumeurs plus rares, très peu. Hein. On ouvre les essais quand ils sont disponibles. Donc on participe quand même aux essais accès. Par exemple, donc c'est un programme d'unicancer pour faire ce qu'on appelle des études un petit peu basket, parapluie, où vous avez plusieurs molécules qui peuvent être testées avec des médicaments qui ont une approbation dans un type de cancer donné, qui ciblent une anomalie moléculaire. Et ensuite, le but, c'est de regarder dans différents types de cancers si on peut proposer ce médicament quand on met en évidence l'anomalie moléculaire. Donc, actuellement, oui, on a un essai qui est en cours d'ouverture. Il y a des problèmes encore un petit peu, je dirais, techniques, mais qui pourra être utilisé, proposé dans les glandes salivaires sur la surexpression de HER2, où officiellement, on n'a aucun médicament qui est remboursé.
En pratique, heureusement, on peut faire du trastuzumab en association avec la chimiothérapie, mais c'est compliqué. On avait testé dans les tumeurs rares aussi un temps l'immunothérapie. J'ai parlé de l'immunothérapie dans les glandes salivaires. On avait testé l'immunothérapie dans les tumeurs des sinus également, où bon, on avait été déçus des résultats, mais en tout cas, ça avait eu le mérite de pouvoir tester pour les patients. D'accord. D'accord, très bien. Yungan, donc alors Jérôme a mis en avant la qualité du réseau GORTEC. J'imagine qu'une de vos missions également, c'est de mettre en avant la qualité de la recherche en France, de ce qu'il est possible de faire, notamment voilà, avec toutes les données du REFCORD, voilà, l'identification des patients pour un essai en moins d'1 an. C'est quand même c'est des choses qui résonnent dans la tête de ceux qui vont proposer des essais cliniques. Oui, effectivement, avec ce réseau GORTEC, on essaye de vraiment pousser non seulement des grands essais pour les cancers ORL fréquents épidermoïdes, mais on essaye quand même de faire des essais pour les cancers ORL rares. Mais comme Jérôme et Caroline évoquaient, c'est très difficile, à la fois avec les industrie pharmaceutique, mais aussi avec les financements publics, gouvernementaux. C'est toujours difficile. Donc, personnellement, j'avais proposé pendant quelques années les essais pour les cancers rares tels que cancer de nasopharynx. Et avec l'immunothérapie, j'ai fait plusieurs demandes, mais jamais pu applaudir. Et même moi-même, mais parce que il n'y a pas beaucoup de cas en France et l'industrie préfère quand même aller ailleurs où les cas sont beaucoup plus fréquents. D'accord. Donc, et les industries souvent anglo-saxonnes, américains, ils sont beaucoup plus ils ont beaucoup plus d'habitude à aller aux États-Unis, comme vous avez évoqué, pour rapprocher les centres américains ou d'autres centres ailleurs, et qui ont plus de maladies rares ORL. Et là, de plus en plus, on a d'autres innovations des d'autres continents, etc. On peut essayer de trouver d'autres solutions de façon. Et là, je suis en train de pousser aussi un petit peu les autres médicaments comme asiatiques ou d'autres pour essayer de faire des essais en Europe, en France surtout. D'accord. Donc, on a quand même pas mal d'essais. Il y a un qui a au moins qui a commencé déjà en France. Donc, et actuellement à l'IGER et qu'on participe à l'IGER et aussi d'autres pays, d'autres centres en France et promu par GORTEC. Donc, on utilise des nouveaux médicaments. Et surtout les anticorps drogue conjugués pour les cancers ORL plutôt carcinome épidermoïde. D'accord. Ça, c'est déjà fait et on a aussi d'autres et l'essai avec d'autres médicaments plutôt et des immunothérapies nouvelle génération pour essayer pour les patients aussi ORL, mais principalement les patients ORL fréquents. Et le cancer rare, comme a évoqué tout à l'heure Jérôme, et on avait fait un essai aussi au sein de GORTEC et aussi avec un autre type d'anticorps drogue conjugués pour les cancers rares, le carcinome adénodékystique. Et même si on n'a pas pu applaudir, mais vraiment la dynamique est là et on a beaucoup de patients. On a pu vraiment proposer aux patients assez rapidement. Donc, on a vraiment une dynamique à la fois du centre et aussi nos patients, on attend ce genre d'essais, ce genre de nouvelles molécules ou nouveaux traitements. Donc là, au sein de GORTEC, on essaie de vraiment pousser à la fois de faire des essais académiques purs, essayer de demander des financements
et de gouvernement. Et aussi, on essaye de chercher de nouvelles molécules, de nouveaux traitements pour vraiment innovation pour nos patients. Ouais. D'accord. Donc là, voilà, votre travail va plutôt être de regarder ce qui se fait ailleurs et d'essayer de voir comment on peut mener les essais en France, comment on peut les guider. Donc on a parlé des États-Unis, un autre pays aussi qui est très fort sur ces cancers ORL, c'est la Chine, c'est ça ? En fait, la Chine, actuellement, ils ont beaucoup de vraiment innovations pharmaceutiques et des nouveaux traitements tels que anticorps drogue conjuguée, les ADC, ou des nouvelles générations immunothérapie, bispécifiques ou trispécifiques, et aussi d'autres traitements comme des thérapies radioligands ou même des thérapies cellulaires, etc., ou des cancers vaccins, etc. Il y en a beaucoup d'innovations et qui est en train de vraiment aller en dehors de Chine et vraiment, et pas forcément ORL, donc dans tous les types. Et en Chine, surtout, ils ont beaucoup travaillé plutôt pour les cancers rares en France, le cancer de Cavum et nasopharynx, mais fréquent en Asie Sud-Est. C'est ça, beaucoup de patients, certains de ces cancers rares qui vont être plus fréquents en Chine. En Asie, pour des questions de population, mais aussi voilà, pour... d'accord. Oui, donc ça, c'est vraiment un piste à faire aussi. On peut éventuellement collaborer à la fois avec les pharmaceutiques on peut utiliser leurs nouveaux médicaments, et aussi on peut collaborer grâce à la population plus fréquente. Oui, tout à fait. D'accord, donc là, voilà, on dépasse les frontières sur ces collaborations. Jérôme, est-ce que vous aussi, vous pensez qu'à l'avenir, cette recherche clinique devra passer davantage vers des collaborations, que ce soit au niveau de l'Europe, que ce soit avec la Chine, avec les États-Unis? C'est une obligation aujourd'hui pour mener les essais cliniques? Sur les tumeurs rares, c'est un petit peu obligé, parce que vu que le nombre de patients est petit, vous pourrez inclure et rivaliser avec la Chine et avec les États-Unis, au moins au niveau de l'Europe. Et ensuite, quand on veut développer un médicament sur ce qu'on peut appeler une étude d'enregistrement, quoi qu'il en soit, il faudra des patients de plusieurs pays. C'est une obligation. C'est vrai que pour les tumeurs rares, c'est pas simple, parce que le nombre de patients est faible. Souvent, c'est un peu regrettable, mais c'est comme ça. C'est les États-Unis qui sont à la pointe. C'est la FDA, et c'est la FDA qui est capable de donner une autorisation sur des médicaments, sur des petites études. On l'a vu. On l'a vu dans des cancers du poumon, par exemple, sur des études de phase 1 qui aboutissent à l'autorisation d'un médicament. En France, c'est beaucoup plus rigide. On nous demande des études de phase 3, donc ça, c'est un frein. Donc l'international, oui, sur les grandes études, plus compliqué sur les études sur des cancers rares. Et après, je pense qu'il y a une réflexion à avoir en France et en Europe sur le cadre réglementaire, parce que je pense que c'est une limitation qui est extrêmement forte, avec des essais qui sont très compliqués. Il y avait une publication, je crois que c'est un Lancet Oncologie, et ça, ils en avaient parlé à l'ESMO, sur le coût de la recherche qui avait été multiplié par 3 ou 4 en Europe, avec des contraintes toujours plus fortes. Et je pense que si on veut améliorer l'attractivité française et européenne, il faut qu'on réfléchisse là-dessus avec les autorités de santé, à faire par exemple, avec le Gore-Tex, c'est souvent ce qu'on dit sous la forme de boutade, on veut faire un CRF à 20 pages maximum, parce que on récolte un nombre de données très importantes qui est pas forcément pertinente, mais ça fait partie des exigences de la qualité, et là j'ai envie de mettre la qualité entre guillemets, et donc pour des cancers rares, il faut qu'on réfléchisse, je pense, à des études moins onéreuses pour pouvoir les présenter
implantés en France. Sinon, on risque de perdre, notre visibilité. On a vu qu'on avait un réseau qui marchait très bien. Dès que l'essai était ouvert, on met plein de patients. Donc ça fonctionne. Ce qu'il faut maintenant, c'est avoir les essais. J'insiste encore là-dessus, et c'est vrai que c'est d'autant plus dommage que, comme vous l'avez dit, avec le REFCOR, avec toute l'organisation territoriale qu'il peut y avoir autour de ces cancers ORL rares, la France aurait aussi beaucoup à apporter sur cette expérience de l'organisation du soin à d'autres pays en même temps. Ah bah ça, c'est une évidence. Il y a une compétence et une structuration en France qui est vraiment importante. Dans le modèle du cancer, la France reste encore une référence mondiale quand même dans l'organisation. Donc oui, je pense qu'il faut qu'on capitalise là-dessus. Yungan, justement, avec la Chine, est-ce que ça vous est arrivé déjà de parler de la façon dont les soins sont organisés en France sur ces cancers ORL? Est-ce que c'est une expérience aussi qui peut intéresser certains hôpitaux chinois? Ah oui, absolument. Oui. J'ai passé pas mal de temps depuis quelques années à la fois de voir avec les collègues dans les hôpitaux, donc pour essayer de voir si on peut faire des essais ensemble. Et parce que l'expérience de GORTEX, c'est vraiment très fort, surtout depuis l'année dernière, notre l'essai niveau post-op qui est passé à Planière, à SCO. Oui. Et du coup, ça fait une grande publicité dans le monde entier, y compris la Chine. Donc, tous mes collègues chinois sont bien intéressés par l'expérience de groupe GORTEC. Oui. Parce que ça, c'est vraiment un exemple le plus de succès dans le monde. Du coup, il nous a demandé d'essayer de voir si on peut faire la même chose en Chine. Donc ça, on essaye d'explorer tout ça avec les collègues chinois et aussi les industries pharmaceutiques chinoises. Ils sont très intéressés aussi par notre vraiment expérience GORTEC. Et du coup, avec ces deux pistes, on a vraiment une très forte implication en Chine et aussi voir d'autres pays asiatiques, pas seulement chinois. Et la semaine dernière, j'étais dans un congrès international et j'ai aussi parlé avec les collègues japonais. On peut aussi essayer de voir comment collaborer avec le Japon, voir aussi Corée, Singapour, tout ça. Donc vraiment, le modèle actuel GORTEC, c'est vraiment très bien pour vraiment faire des essais académiques ou innovants, tout ça. D'accord. C'est vraiment, on a une potentialité, et non seulement en Europe, mais aussi en Asie, et aussi aux États-Unis. On est en train de voir comment collaborer. Ouais. D'accord. Ok, très bien. Yungan, Jérôme, un grand merci pour votre expertise. Donc voici ce qui conclut notre web émission sur les cancers ORL rares. On aura bien sûr à cœur de suivre toutes ces évolutions dans la recherche clinique et l'accès aux nouveaux traitements. J'espère aussi, pour vous qui nous regardez, que vous avez pu apprendre de nombreuses choses sur ces cancers. Et vous pourrez bien sûr nous retrouver très vite cette émission en replay. Encore merci et à bientôt. Merci.